Un burn-out, ce n'est pas simplement une dépression, on va s'en aller pendant 3 mois ou 6 mois, puis on prend un antidépresseur et on revient. Un burn-out, c'est vraiment quand le ressort est cassé. Et quand les gens s'arrêtent après un burn-out, ils mettent souvent 1 an, 2 ans, 3 ans avant de pouvoir commencer à retravailler et à refaire quelque chose de leur vie. Ça n'arrive pas du jour au lendemain, ça met du temps pour s'installer, on ne s'en rend pas compte. Et la problématique qu'il y a aussi, c'est qu'il y a un très fort déni de reconnaissance de tout ça. C'est une fois que les gens sont arrêtés qu'ils arrivent à avoir une conscience de ce qui leur est arrivé. Mais il y a d'abord un déni très très fort. Les gens qui font un burn-out sont engagés dans des engagements plutôt irréalistes et ils ont toujours une charge de travail excessive. Ce sont les gens que vous voyez qui travaillent beaucoup. Alors ceux qui arrivent tôt le matin, qui partent tard le soir, qui emmènent du boulot chez eux. Mais très clairement, ce sont des gens qui s'isolent. Ils se coupent en fait à la fois de leurs collègues de travail, mais aussi de leur vie sociale, de leur vie affective, de leur vie amicale. Et ils finissent même par se couper d'eux-mêmes. Le vrai burn-out, c'est vraiment la rupture totale des liens. Pendant un temps, il y a des stratégies individuelles de survie qui sont mises en place. Et toute la problématique du burn-out, c'est que dans l'entreprise aujourd'hui, compte tenu de l'individualisation des objectifs, des résultats, et bien effectivement, toute l'entreprise, elle met beaucoup plus en avant des stratégies individuelles de survie que des stratégies collectives. L'individu, il fait le grand écart entre ce que vont lui demander les organisations pour réussir à atteindre ses objectifs et le fonctionnement humain. Il y a un moment donné, nous ne sommes pas que des machines et effectivement, le fonctionnement humain dit stop. Le corps, il va donner des systèmes d'alarme pour effectivement dire à quel point c'est plus possible. Il ne supporte plus. On a tous à être bienveillants vis-à-vis de nos collègues. On a tous à regarder si les gens vont bien. On est tous responsables de ça. Sinon, c'est quelque part de la non-assistance à personne en danger. Sachant que le travail, je dis toujours moi, c'est pas le travail qui fait souffrir. Jamais. Le travail est très constructeur pour l'homme. Au contraire, c'est les gens qui n'ont pas de travail qui vont pas bien. Problématique, c'est les conditions dans lesquelles on exerce parfois son travail qui peuvent entraîner effectivement des souffrances importantes. On s'est rendu compte, et ça date que de 1998, c'est assez récent, qu'on pouvait gérer à peu près 5 à 7 sources de grands stress comme ça par semaine. Alors qu'aujourd'hui, dans notre façon de vivre, on en vit une 50aine par jour. C'est pas très dangereux le stress aigu, parce qu'on s'adapte, à condition effectivement de ne pas en avoir 50 par jour. Parce que quand on en a 50 par jour, ce stress-là, il devient permanent, chronique, répétitif. Et à ce moment-là, on rentre dans ce qu'on appelle le stress chronique. Le stress chronique, c'est une autre hormone qui rentre en jeu. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce que ce serait un peu long, mais ça s'appelle donc quand même le cortisol. Et le cortisol, lui, en revanche, c'est lui qui est responsable de tous les phénomènes pathologiques, donc tout ce qui va donner des maladies issues du stress. Je voudrais m'insurger contre 2 idées reçues. La première, ce qu'on a longtemps dit et entendu dans les entreprises, c'est que plus il y a de stress, meilleure la performance est. Ça, c'était issu d'une vieille courbe de 1908 qui effectivement liait l'anxiété et la performance en disant effectivement il faut bien un petit peu de stimulation pour que les gens soient plus performants. Alors ça, ce qui est intéressant, c'est qu'en 2008, le professeur Eric Gosselin, qui est encore un Canadien, qui a démontré que dans 75% des cas, c'est faux. C'est-à-dire que dans 75% des cas, quand on augmente le stress d'un individu, on va diminuer sa performance et son efficacité intellectuelle. Donc ça, c'est la première idée reçue contre laquelle je m'insurge. Tout le monde dit « Ah oui, il faut un peu de pression pour que les gens soient… » C'est faux. On travaille moins bien, on a une moins bonne capacité intellectuelle. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on a démontré ça de façon encore plus précise avec l'avancée des neurosciences. Et donc ça, c'est très intéressant, et avec l'imagerie médicale. Alors ça, j'insiste beaucoup là-dessus. Comment fonctionne notre cerveau? On a ce qu'on appelle ici le cerveau reptilien. C'est le cerveau le plus ancien dans notre cerveau, c'est le plus archaïque. C'est celui qui rassemble tous nos automatismes. Nos automatismes, on en a tous besoin. C'est celui qui est super rassurant, qui fait qu'on n'a pas besoin forcément de réfléchir pour tout. On sait que quand on prend une clé, ça va rentrer dans une serrure. Voilà, il y a tout un certain nombre d'éléments comme ça qu'on a, avec lesquels on est formé et qui sont dans nos automatismes. Et c'est très pratique d'avoir le cerveau reptilien, je peux vous le dire. En revanche, dès qu'on est confronté à une problématique nouvelle, à des changements, à des éléments qui vous surprennent, si vous restez dans votre cerveau reptilien, vous n'arrivez pas à en sortir et là, vous êtes stressé. Si au contraire, vous vous dites il faut que je trouve une solution différente, vous passez dans ce qu'on appelle le préfrontal, c'est-à-dire la partie juste derrière le front qui effectivement
concentre les cellules qui permettent la créativité, qui permettent effectivement d'imaginer des choses nouvelles, à ce moment-là, vous pouvez déstresser complètement. L'idée, c'est ça, c'est-à-dire que si vous restez sur vos automatismes face à quelque chose de nouveau et que vous ne prenez pas le temps de changer de point de vue, de regarder les choses différemment, à ce moment-là, vous allez stresser parce que vous allez vous dire « mais je ne vais pas y arriver ». Si en revanche, vous changez votre point de vue, vous changez votre position sur le sujet et vous vous dites ben, « il faut que je trouve une solution nouvelle », à ce moment-là, vous allez déstresser et vous allez mettre en œuvre des éléments qui sont beaucoup plus créatifs. Et donc faire fonctionner votre cerveau préfrontal, c'est absolument magnifique. On ne s'en sert pas tout le temps non plus, mais ça marche de façon extraordinaire. Sachez aujourd'hui qu'il existe des techniques qui permettent effectivement de passer du reptilien au préfrontal. Qu'est-ce qu'on retrouve dès qu'on est en stress chronique? C'est une baisse de la motivation, c'est une anxiété. C'est les gens qui sont anxieux sans qu'il y ait forcément de raison pour ça. Sur le plan mental, on parle des dépressions. Et là, c'est vrai qu'on voit effectivement des gens qui sont impuissants, qui ont une vision négative du monde, d'eux-mêmes, très vite, et qu'on retrouve en arrêt de travail. 17% des salariés en France qui sont sous antidépresseurs. 17% des salariés en France. Sachez que dans l'Ouest parisien, il y a une grosse étude qui a été faite par des médecins du travail qui a démontré que c'était 30%. Donc ici, on est bien dans l'Ouest parisien, il y a 30% des salariés qui sont sous antidépresseurs. Sur le plan énergétique, il y a une plainte effectivement évidente qui est très courante, c'est la fatigue chronique, la lassitude. Et sur le plan physique, eh bien, évidemment, on va retrouver là tous les éléments du stress qui fait mal. Les douleurs, les insomnies, les migraines. Les insomnies, c'est celle du petit matin, celle entre 4h et 5h du matin. Les malaises, les troubles digestifs, les problèmes de poids. Alors les problèmes de poids, c'est les troubles de comportement alimentaire qui fait que soit on prend du poids, soit on en perd quand on a un stress chronique. C'est soit l'un, soit l'autre. La baisse de l'immunité et tout ce qui est maladie du cœur et des vaisseaux, ça ce sont des éléments où le facteur de risque stress est véritablement démontré. Globalement, en fonction des fragilités, des points de fragilité de chacun d'entre nous, on va créer des maladies, se créer des maladies par le stress qui vont être personnelles. Alors si c'est plutôt les problèmes de peau qui sont votre sensibilité et votre point de faiblesse, c'est là que vous allez faire effectivement des urticaires, de l'eczéma, des pelades, du psoriasis. Aujourd'hui, 80% des consultations de médecine du travail sont directement ou indirectement liées au stress. Donc je ne vais pas vous détailler toutes les pathologies qu'on peut faire, je vais juste insister sur une dont on entend beaucoup parler, ce sont les troubles musculo-squelettiques. C'est toutes ces douleurs que les gens ont au niveau du dos, des épaules, des muscles, des articulations, qui font que comme souvent le travail est beaucoup moins physique, c'est-à-dire qu'on ne se bouge plus, mais qu'on est très crispé sur son ordinateur aujourd'hui, en tout cas de nombreuses heures, c'est vrai que ça entraîne des troubles musculo-squelettiques. C'est la première source de dépenses de l'assurance maladie aujourd'hui dans les arrêts de travail professionnels. Qu'est-ce que c'est que le stress? Un état de stress survient lorsqu'il y a un déséquilibre entre la perception, et pardonnez-moi d'insister sur les mots, mais là on ne parle pas de la réalité, on parle d'une perception, qu'une personne a des contraintes que lui impose son environnement et de ses propres ressources pour y faire face. Le principal risque psychosocial en France, c'est le stress chronique. Ça représente 70 à 80% du risque psychosocial en France. Les autres risques sont ce qu'on appelle les violences externes. Ça, c'est pour les gens qui sont face à du public. Et vous, quand vous avez des conducteurs, j'imagine, sont tout le temps face à ça. Donc les conflits, les agressions. Et puis on a tous les violences internes, de type harcèlement moral, souffrance au travail, trop d'objectifs. Bon, là, après, chacun met ce qu'il veut dedans. Dès qu'il y a du stress dans une entreprise, il y a plus d'accidents du travail, il y a plus de maladies professionnelles. Et on voit très facilement, parce que ça se voit vite, les gens qui sont absents. Donc ceux-là, on les identifie relativement vite. Ce qu'on identifie peut-être moins, c'est ce qu'on appelle le présentéisme. Le présentéisme, c'est ceux qui sont présents dans l'entreprise, c'est-à-dire qu'ils font beaucoup d'heures, mais ils sont tellement épuisés déjà, qu'en fait, ils ne sont pas très efficaces. Pourquoi y a-t-il plus de stress? Les entreprises sont elles-mêmes sous pression, il n'y a pas que les individus qui sont sous pression. Tout le macroéconomique, c'est-à-dire la globalisation, la crise financière, les environnements instables dans lesquels elles se situent, les entreprises, elles font qu'elles ont une vision souvent exclusivement financière, avec des résultats trimestriels, mensuels, même hebdomadaires. Je vois ça de plus en plus dans les entreprises. Des méthodes de gestion avec du reporting permanent, des changements permanents, une externalisation, une tendance au offshoring. Et tout ça, ça retombe sur l'individu. Lui, on lui demande une mobilité intellectuelle plus importante, on lui demande de changer de métier, d'être polyvalent,
de changer aussi de lieu, donc géographiquement une mobilité plus importante. On individualise tous ces résultats et ces objectifs. On le met donc en concurrence avec les autres. On le contraint à des managements à distance ou à des managements multiples. Et au milieu de tout ça, il y a aussi l'afflux des nouvelles technologies, de l'information et de la communication. Le stress est un coût. C'est 3-4% du PIB des pays industrialisés, 2 à 3 milliards d'euros en France, hors coût du stress pour l'individu. Donc sans compter toute la prise en charge de sa pathologie, à lui, de sa maladie derrière et du suivi. Et c'est 60% de l'absentéisme qui est dû au stress. Le stress, c'est un vrai risque juridique aujourd'hui. Et depuis 2008, depuis cet accord national interprofessionnel, parce que cet article du Code du travail, lui, date de 2001, c'est la Cour de cassation qui a repris tous les jugements sur ce sujet du stress. Et je peux vous dire que les arrêtés de la Cour de cassation sont en train de tomber les uns derrière les autres, et vraiment les chefs d'entreprise se retrouvent au banc des accusés et se retrouvent en pénal. C'est-à-dire, effectivement, le risque est pénal, c'est-à-dire qu'ils vont en prison, et ils se retrouvent avec un casier judiciaire, ce qui fait qu'un chef d'entreprise qui n'a plus un casier judiciaire vierge, il ne peut plus signer aucun appel d'offres. Aujourd'hui, l'entreprise doit se poser des questions réelles sur son mode d'organisation pour que l'organisation ne soit pas générateur de stress supplémentaire. Les diagnostics des sources de stress, donc des principaux risques de stress chronique dans les entreprises, c'est quoi? Concrètement, le premier élément qui arrive en première position, c'est l'organisation du travail, dans le travail. C'est la charge de travail trop importante, c'est souvent le fait de devoir mener de front plusieurs tâches en même temps, le manque de temps et ou de moyens, cette interruption très fréquente du travail aujourd'hui, exiger toujours plus du salarié par rapport à sa capacité de travail. C'est pas qu'il est incapable, c'est que souvent on lui demande tellement de changer qu'on ne lui donne pas le temps de s'adapter. Le deuxième élément qui est mis en avant, c'est l'insatisfaction des exigences personnelles. Le sentiment de ne pas être reconnu dans son travail, pour son travail, et ou rémunéré à sa juste valeur. Et c'est toutes les problématiques entre vie professionnelle et vie privée. Concrètement, ce qu'il faut, c'est essayer de retrouver des règles de fonctionnement, mais je dis toujours, il n'y a que vous qui pouvez prendre soin de vous et de votre santé. On peut vraiment organiser le travail autrement. Le fait de remettre du lien dans l'entreprise, de remettre le collectif dans l'entreprise, je peux vous assurer que coopérer et prendre du plaisir dans le travail et se faire plaisir pour arriver à faire un travail de qualité, ça c'est très protecteur, c'est très anti-stress et c'est très protecteur de la santé physique et mentale.